Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là. Merci pour votre confiance. Alors, PDG, DG et autres fonctions de très haut rang sont des positions qui requièrent savoir-faire, mais aussi savoir-être. Souvent, c'est le savoir-faire qui amène la promotion et parfois la symbiose entre cette technicité et les autres caractéristiques du dirigeant, à savoir leadership, prise de décision, charisme, ne vont pas de pair. Un coaching spécialisé se développe pour accompagner ces personnalités qui, au fond, restent des humains avec leurs forces et leurs faiblesses. Coaching de dirigeants, pourquoi faire? On en parle ce soir avec vous, Zaki Eslaoui. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes consultante et coach. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Merci, Yasmine. Je ne vous vois pas? Vous me voyez pas. Écoutez, on va gérer ça avec vous en régie. Là, on est en direct. Je ne peux pas répondre à ces questions techniques. Voilà, on y va. Magnifique. Donc, dites-moi, Zaki Eslaoui, lorsqu'on est président d'une boîte, lorsqu'on est DG, lorsqu'on est dans le top management, est-ce qu'on regarde ses propres lacunes? Ça dépend. Ça dépend de l'état d'esprit du directeur ou du cadre dirigeant. Il y a une catégorie de dirigeants qui sont dans cette logique-là de je ne suis pas parfait, je vise l'excellence, je ne vise pas la perfection, je suis réaliste, je cherche à m'auto-développer et à me faire accompagner pour justement arriver à ce niveau d'excellence. Tandis qu'il y a d'autres qui sont dans une autre logique et qui refusent carrément de se faire accompagner parce qu'ils pensent qu'ils ont le savoir et le savoir-faire et le savoir-être et tous les autres savoirs qu'il faut. Ça dépend de l'état d'esprit du dirigeant. Mais je dirais quand même que de nos jours, il y a cette prise de conscience plutôt, qui se met en place de plus en plus parce qu'on voit les résultats et on voit le avant et le après. Voilà. Est-ce qu'il y a en quelque sorte une forme de secret qui entoure cette demande en particulier, c'est-à-dire on va consulter un cabinet, on va vous consulter par exemple, mais voilà, on demande finalement que ce soit vraiment bien protégé parce que vu le statut de la personne, vu la demande, c'est un PDG, c'est un patron, c'est un grand directeur et donc en quelque sorte son ego ne lui permet pas que ça se sache. Honnêtement, aujourd'hui, ça devient naturel et même obligatoire. Hein. Si je compare la demande entre aujourd'hui et il y a 2-3 ans, je trouve que aujourd'hui les directeurs, ils sont plus dans une approche de demandeurs parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin d'aide et parce qu'au final, les directeurs, ils sont seuls. Hein. On a l'impression qu'ils sont entourés, on a l'impression qu'ils ont des équipes qui sont là, mais au final, c'est eux qui décident, c'est eux qui prennent la responsabilité et c'est eux qui rendent compte directement aux différentes parties prenantes, les actionnaires, les associés, etc. etc. Donc, ils ont compris ce besoin et ils ont besoin d'un coach qui les accompagne dans leur solitude. Pas uniquement que dans leur solitude, mais je dirais également dans le contrôle de soi. Ce qu'on attend aujourd'hui pour moi d'un directeur, contrairement à avant, c'est de l'aider à justement avoir le pouvoir de ne plus se contrôler. Avant, on demandait à un directeur de se contrôler, d'avoir cette stabilité émotionnelle. Aujourd'hui, au contraire, il faut l'aider à lâcher ses émotions. Parce que s'il veut évoluer, et d'ailleurs la crise, elle nous l'a montré, hein, l'imprévu est là, le manque de visibilité est là, les nouveaux métiers qui vont émerger ou qui doivent émerger pour garder une performance, nous l'ont démontré. Aujourd'hui, un bon directeur, c'est quelqu'un qui se fait accompagner pour justement faire émerger ce leadership qui est au fond de lui, cette influence dont il a besoin pour faire adhérer l'ensemble du personnel. S'il reste dans son profil
type, ben, il va toucher uniquement une partie de ses collaborateurs qui lui ressemblent. S'il est dans la raison, dans le contrôle, dans la sécurisation, dans le plan A, plan B, plan C, eh ben, il va avoir un résultat, je dirais, très limité parce qu'il n'y a que les suiveurs qui lui ressemblent, qui vont être avec lui. Maintenant, s'il est dans le lâcher prise et dans le lâcher surtout des émotions, ben, il va pouvoir influencer les différentes catégories de personnel qu'il peut avoir. D'ailleurs, si je prends par exemple Paul Ware, donc, qui est un spécialiste de l'analyse transactionnelle, il le dit clairement, il dit faites attention, il y a 3 portes de communication. Il y a les émotions, il y a l'action, donc je dirais, et il dit en fait par rapport donc à ça, il dit si vous arrivez à bien connaître votre personnel, vos collaborateurs, en tant que dirigeant, vous allez savoir, si vous avez ce niveau d'influence, de captiver les différentes catégories de personnes. Et bien d'autres, je dirais, d'autres personnes spécialisées dans l'analyse transactionnelle, comme Eric Berne, clairement, il le dit, il dit que chaque personne, il a 3 composantes. Il a la partie enfant, la partie adulte et la partie parent. Et si le directeur général, il a une partie adulte qui est dominante, ben forcément, s'il n'a pas cette capacité émotionnelle, il ne saura pas faire adhérer un DAF ou un DRH ou un directeur des opérationnels qui a une partie parentale, parent dominante dans son profil. Donc, un DG doit, pour moi, obligatoirement, tout le monde doit avoir un coach. C'est quelque chose de fondamental parce qu'on a besoin de cette vision neutre, on a besoin de quelqu'un qui nous dit clairement comment on est et clairement nous conseiller sur la façon de faire, la façon d'agir, etc. Et nous aider au final à lâcher nos émotions. Parce que les grands modèles de réussite, ils ont clairement prouvé à tout le monde que les bonnes décisions sont prises par le cerveau gauche, par la créativité. D'ailleurs, ça nous arrive même à nous tous de prendre des décisions quand on est vraiment quand on n'est pas forcément dans une réunion, mais quand on est au volant, quand on est sous la douche. C'est là où on a cette capacité, ce déclic. Exactement, vous avez parfaitement raison. C'est là où on a ce déclic. Et c'est cette partie-là que pour moi, en 2021, précisément, parce que le Covid nous a tous éduqués, hein, donc on a beau prévoir, on a beau donc maîtriser tous les dispositifs, ben aujourd'hui, si on veut être un directeur vraiment qui fonce, et efficace et efficient, il faut qu'il développe cette capacité, encore une fois, à faire face et non pas cette capacité à tout planifier. Et encore, il faut qu'il ait une autre compétence qui doit travailler avec le coach, c'est la contagion émotionnelle. Parce que s'il est heureux et bien dans sa peau, forcément, les collaborateurs auront besoin de le suivre. Forcément, les collaborateurs auront cette émotion positive. Et donc, mais vous savez, Zakia, souvent, en fait, dans l'interprétation des gens, un patron, pardon, un directeur, un manager, c'est quelqu'un d'assez carré, dans la notion classique traditionnelle. Quelqu'un de carré, c'est vraiment presque une figure parentale sérieuse, protectrice. Mais ça s'arrête là. Ça inspire, cette personne inspire le respect, voire même un petit peu la crainte. Il faut que les patrons comprennent qu'il faut sortir de ce modèle-là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus parce que, encore une fois, avec ce modèle-là, il va faire adhérer que les personnes qui lui ressemblent. Il ne va pas découvrir les autres façons de faire pour avoir un résultat meilleur. Attention, le directeur général d'avant 2021, il était un entrepreneur responsable sur le résultat. Aujourd'hui, le directeur général, il est entrepreneur responsable sur le destin parce qu'il y a un manque de visibilité totale. Et donc, la responsabilité, elle est
beaucoup plus importante. Je suis anti, hein, tout le monde me connaît sur ça, je suis anti plan B, plan C, plan D, mais je suis pour le développement de la personnalité, je dirais le contact avec les émotions, pour faire face à tout type d'aléas que peut avoir un directeur. Ça a beaucoup d'avantages. Non seulement l'adhésion des différents collaborateurs, mais également la décision vite, parce que les bons décideurs, c'est les décideurs qui décident, enfin qui prennent des décisions vite et qui peuvent les changer par contre lentement ou difficilement. Ok, Et pour alors, décider vite, ouais, pardon, je vous interromps. ouais, Par rapport, juste pour rentrer un petit peu dans certains détails, si vous le permettez, bien qu'est-ce sûr. qui motive les demandes? Est-ce que, par exemple, vous avez un patron qui vous dit, vous savez, moi, j'arrive pas à décider rapidement, j'ai un problème avec les décisions, j'ai un problème avec, je n'arrive pas à déléguer, j'ai besoin de tout, d'être derrière tout, de tout suivre. Est-ce qu'on vient avec Mhm. des choses comme ça, des demandes concrètes comme ça, et puis ensuite, quand vous creusez, vous comprenez qu'il y a autre chose, donc vous outillez le patron dans ce sens. Comment on approche un cabinet lorsqu'on veut se faire Mhm. coacher quand on est un dirigeant? Quand les résultats ne sont pas là, tout simplement, quand les résultats ne sont pas là, quand il a des indicateurs qui lui prouvent que son modèle est remis en question, quand il a par exemple un turnover de son codir qui est important, quand il a par exemple un taux d'absentéisme qui est important, quand il n'arrive pas à vendre ses idées au groupe, aux associés, aux actionnaires, quand son argumentation ne tient pas la route. Là, il comprend qu'il a deux issues, soit se faire accompagner et se faire aider pour voir là où ça ne va pas, ou alors rester comme il est et la fin approchera. Voilà. Donc, c'est les indicateurs qui font que, voilà, la remise en question est là Mais si vous voilà, me c'est permettez, ça. les indicateurs sont déjà graves, hein. Lorsque la personne arrive à cette situation, c'est qu'elle a laissé passer du temps avant de pouvoir rattraper le coup. Parce que ces indicateurs que vous venez de citer, pardon, j'ai un petit Ouais. souci ce soir, les indicateurs que vous avez cités sont quand même très parlants, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, voire criants, pas seulement parlants, c'est-à-dire que la personne aurait pu rattraper le coup en amont, bien avant que les résultats soient aussi Mhm. mauvais, etc. Oui, oui, ça dépend, quand j'ai dit, ça dépend de la personne et de son niveau d'ego, en fait, hein. Voilà. Absolument. S'il a un niveau d'ego assez important, il va attendre que les indicateurs crient et disent voilà, voilà, ça ne va pas. S'il a un niveau d'ego qui est correct, ben, il va se prendre en main rapidement et il va être demandeur de cet accompagnement. Voilà, donc ça dépend de la personne et de son état d'esprit et de sa passion dans son travail, hein. S'il est vraiment très passionné, des fois, il va laisser son ego de côté et dire je tiens à cette boîte, j'ai un sens d'appartenance qui est important, il faut que j'y arrive, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache souvent derrière ces fragilités? Ce sont, j'imagine, des fragilités qui, au fond, sont très humaines. Mais Mhm. est-ce qu'il y a un trend général? Alors, ce qui cache, c'est une très bonne question, c'est les croyances limitantes dont dispose tout le monde, y compris moi. Nous avons tous des croyances limitantes. On vit, on hérite en fait des croyances qui sont motivantes, bonnes, et des croyances qui sont limitantes. Alors, une croyance limitante serait par exemple un directeur général qui a été, et d'ailleurs moi je le dis, on est tous victimes, on adore nos parents, mais on est tous victimes du père, de la mère qui nous ont appris des choses, parce que pour eux c'est quelque chose d'important. Même dans notre langage en arabe, Chouma, ne parle pas à ton grand-père comme ça, ne parle pas à ton oncle comme ça. Un jour je suis en comité de direction, j'ai un problème de prise de parole en public.
parce que j'ai grandi avec cette croyance. Je coach, à titre d'exemple, un directeur d'une très grande boîte qui gère quelque chose comme 5000 collaborateurs, qui pour lui, tout le monde pensait il avait un problème de confiance ou d'estime en soi. Enfin, ce sont deux choses complètement différentes, mais bon, on disait, Zakia, écoutez, on pense qu'il a un problème d'estime ou de confiance en soi. Quand j'ai creusé et j'ai fait le diagnostic, ce bon monsieur il a hyper confiance en lui, il s'estime très bien, mais il a grandi avec une croyance dans laquelle il pensait que les grands modèles de réussite sont des personnes sages, qui ne parlent pas beaucoup. Et ça, on lui a appris ça quand il avait 10 ans, quand je lui ai fait l'hypnose et j'ai creusé, je l'ai connecté avec son enfant intérieur, j'ai découvert que son père et son oncle d'ailleurs lui disaient non, il faut que tu sois sage, il faut pas que tu parles beaucoup, il faut que tu écoutes beaucoup. Ok, très bien. Mais après on a discuté ensemble, c'est qu'il faut, et il a fini par comprendre qu'il faut réguler cette sagesse, parce que trop de sagesse, voilà, c'est interprété comme ça. Et voilà. Donc c'est le niveau de croyance limitante qu'on a. Mais quand il y a cette prise de conscience, quand il y a cet accompagnement, le rôle du coach, du bon coach, je dis bien bon coach, c'est de révéler et de détecter ces croyances limitantes et l'aider et l'accompagner, le directeur, pour corriger ces croyances limitantes. Je vais vous donner juste un petit exemple. J'ai à côté de moi un jus, voilà. Si je prends par exemple ce citron là, qui est là, et je vous dis, regardez, devinez, essayez d'imaginer qu'il est à côté de votre bouche, là comme ça. Vous allez tout de suite saliver. Et c'est normal, c'est naturel, alors que vous ne l'avez pas réellement dans votre bouche. Parce que nous avons une croyance qui est enregistrée dans notre cerveau intérieur qui nous dit que le citron, c'est voilà. Et on salive alors qu'on l'a pas encore mangé. Je suis au 24e étage d'un immeuble et je sais qu'il est sécurisé. Mais j'ai peur, j'ai la trouille parce que dans mon cerveau, j'ai cette croyance. Je suis par exemple devant la télé avec mes enfants, on est 8 personnes devant la télé et on regarde un film d'horreur, Yasmine. On sait que le serpent ne va pas sortir, mais on a quand même peur parce que le cerveau croit tout ce qu'il voit. On réagit même, Yasmine. On réagit et on a peur et on se dit oh là là, c'est pas possible. Donc je dirais, parce que l'émotion, Yasmine, pour moi, elle l'emporte toujours sur la raison, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est pour ça que je dis aux directeurs, et je leur conseille, ils finissent par le comprendre, Dieu merci, c'est que la raison, c'est bien, l'intelligence intellectuelle, c'est une très bonne chose. Maintenant, l'intelligence émotionnelle, elle prend le lead. Il faut qu'ils le comprennent. Et il faut laisser ces émotions sortir, les exprimer à leurs collaborateurs et laisser les collaborateurs aussi. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, ces collaborateurs. Maintenant, il y en a qui ont beaucoup de qualités, il y en a qui ont beaucoup plus de défauts que de qualités. C'est pas grave, c'est comme ça que l'entreprise, elle fonctionne. Mais un bon DG qui croit à l'effet des émotions et à la créativité, il va inciter ces personnes à trouver du plaisir dans le travail. Inciter ces personnes à trouver du plaisir du travail, c'est les aider à connaître ces 2 ou 3 qualités seulement qu'ils ont. C'est pas grave s'ils n'ont pas beaucoup de qualités, mais à les aider à célébrer ces qualités-là. Quand il va les aider à les célébrer en lui demandant de travailler sur ces 2 ou 3 qualités qui ressortent, il va sentir qu'il est important et qu'il peut faire plus. Vous savez, Yasmine, je vais donner un dernier exemple si vous voulez. Je ne maîtrise pas trop le temps, mais bon, voilà. Vous avez encore une minute, 30 secondes. Alors je vais en profiter, je vais essayer d'être efficace. Alors, donc, on peut carrément, un bon directeur, il peut conditionner le cerveau de son équipe. Conditionner le cerveau, c'est la façon avec laquelle il va leur parler, elle va complètement changer la donne. On peut parler à un étudiant qui est fainéant et si on lui parle comme un génie, son cerveau, il peut le croire et il peut s'imaginer comme un génie et donner des résultats de quelqu'un de brillant. Et ça, c'est la science qui le dit et qui est prouvé.
Merci infiniment, Zeki Eslaoui, d'avoir été en direct ce soir. Alors, coaching des dirigeants, pourquoi faire? Voilà, vous avez votre réponse parce que ça fait bouger les choses. Merci infiniment. N'oubliez pas que cette émission, plaisir. merci Lella, vous pouvez la revoir à n'importe quel moment sur notre site medientv.com. Je vous retrouve demain pour Blamiad à 15h30, pour 11 Dito à 18h30. Et puis, Histoire de parents, mon podcast sur Média Podcast est disponible. L'épisode de cette semaine a été partagé, a été mis en ligne. Très très bonne soirée à toutes et à tous et au revoir, à demain.